Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc il y a parmi vous de nombreux maires, puisque nous travaillons pour les communes, des présidents d'associations, les directeurs des différents syndicats et un certain nombre de chefs d'entreprise partenaires. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici au Trianon. Ça commence à devenir une habitude. Peut-être qu'on en changera, parce que les habitudes, c'est fait pour être à la fois maintenues et occasionnellement changées. Et donc remercier la communauté, la nouvelle communauté, donc Cœur d'Essonne Agglomération, donc, qui existe maintenant depuis le 1er janvier et au sein de laquelle nous sommes. C'est la même salle, mais ce n'est plus le même propriétaire. Voilà. Alors, cette année est un petit peu particulière parce que nous pensions que l'année 2015 avait été une année, je dirais, de changement. En fait, je crois que c'était les prémices des fortes turbulences administratives avec lesquelles nous allons devoir vivre pendant un certain nombre d'années, avec les changements de périmètre, les changements de compétences, les changements d'organisation des différentes collectivités qui en fait constituent, je dirais, le syndicat. Donc, ces nouvelles redistributions de compétences, avec aussi des nouveaux délégués, tout ça va certainement nous perturber cette année, l'an prochain, les années suivantes. Donc, j'ai proposé qu'on fasse un choix relativement simple, c'est de maintenir le cap et d'avancer, et d'agir pour l'Orge, indépendamment de toutes ces turbulences. Ça, c'était le premier point. Alors, l'an dernier, j'avais appelé de mes vœux la constitution d'un syndicat de l'Orge unifié, qui aurait pu être plus efficace, plus solidaire. Bon, ça n'a pas été possible, mon offre de dialogue n'a pas eu de suite, je trouve ça dommage, point à la ligne, comme je le dis, nous allons continuer à agir dans notre domaine. Donc quel est notre objectif principal et est-ce que nous avançons? Parce que c'est ainsi que je vois les choses, c'est atteindre le bon état écologique de l'Orge et de ses affluents. Donc ça guide l'ensemble de nos actions, que ce soit sur les milieux naturels et l'assainissement. Donc cette année a été une année de chantier plus qu'ambitieux, puisque ça a été quand même, je pense, depuis quelques dizaines d'années, la mise en œuvre du plus gros chantier que nous ayons jamais fait, à savoir le dévoiement du collecteur qui conduit à la station de traitement de Blainville. Donc c'était un réseau qui était vétuste, c'est-à-dire qui était poreux, avec des fuites dans tous les sens. Là, ça anticipe. Donc il y avait un certain nombre d'eaux usées qui passaient dans la rivière, il y avait des infiltrations, et donc il y a eu le dévoiement sur d'autres itinéraires donc, de ce collecteur, qui... Ce dévoiement a été fait grâce, alors maintenant on y vient, cette photo le montre, à l'utilisation donc d'un micro-tunnelier, donc c'est assez impressionnant, sur 1400 mètres, donc chantier qui a duré largement plus, je dirais, plus d'un an dans la mise en place, d'autant que on a atteint, alors pas partout, mais quand même le point de plus bas était à moins 13 mètres. Il faut quand même savoir que pour descendre à moins 13 mètres, il vous faut un puits qui fasse à peu près 15 mètres pour positionner la tête qui va servir à faire avancer le micro-tunnelier. Donc c'était un chantier, je dirais, rare et particulièrement onéreux. Le montant, bien évidemment, 7 millions d'euros, donc c'est effectivement particulièrement onéreux. On ne pourra pas faire ça, bien évidemment, tous les ans, je le dis tout de suite. Même si c'était largement financé par l'Agence de l'eau et le Conseil régional. Deuxième autre, voilà, là on voit l'un des puits qui permet complètement au fond de mettre le micro-tunnelier. Donc, comme tout chantier, celui-là a connu ses vicissitudes. Donc il y a eu des moments où ça se passait très bien. Donc j'avais des échos comme quoi tout était parfait dans le meilleur des mondes. Et puis quelques mois après, on est venu me voir en me disant c'est la catastrophe. C'était pas complètement la catastrophe, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les infiltrations d'eau
sont apparus comme étant majeurs, risquaient de noyer complètement le chantier. Donc il a fallu mettre tout un dispositif pour extraire l'eau. Sauf que ce n'était pas de l'eau de source, c'était de l'eau chargée avec notamment des limons extrêmement fins. Donc avant de les remettre dans la nature, il faut enlever les limons, il faut que tout ça, que ça décante. Donc il a fallu mettre une installation particulière. Voilà, donc ce sont les vicissitudes de chantier. Donc ce chantier a quand même été réussi parce que dans ma vie professionnelle, j'ai déjà rencontré des chantiers de micro-tanneliers qui échouent. Il faut le savoir, c'est pas garanti à 100%. Là, il a été mené à son terme puisqu'il y a un mois, je crois à peu près, on a terminé. Donc il a quand même réussi, même s'il y a eu quelques difficultés qui sont classiques. Deuxième gros chantier, qui a la même logique, qui a la même finalité, qui a été la réhabilitation du tronçon du collecteur intercommunal de doublement dans l'enceinte du lycée Corot, donc à Savigny. Alors ça c'était nécessaire parce qu'en fait ce collecteur il était complètement rongé de l'intérieur à certains endroits, donc il avait perdu 10 à 15 cm de béton et il ne restait plus que quelques centimètres, ce qui veut dire que d'ici à quelques années nous risquons purement et simplement d'avoir un écroulement, je dirais, du toit de ce collecteur. Ce que quand même aurait été un dégât extrêmement grave pour la rivière et avec les difficultés de réparation. Voilà. Donc là, autre technique qui a été utilisée, puisqu'il s'agit quand même de très gros collecteurs, ça a été d'introduire par tronçon, en le poussant, cette fois-ci on poussait des coques à l'intérieur donc, du collecteur. Voilà, vous avez donc, c'était des tuyaux en polyester renforcé avec du verre, ce qu'on met pour les coques de bateau. Donc vous voyez, 1,72 m de diamètre qu'il faut pousser dans le collecteur, qui faisait lui 1,80 m. Alors, petite particularité bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on prend les virages avec un tuyau droit. Je vous dis comme ça, donc c'est pas toujours très simple, parce que le collecteur d'origine ayant été coulé sur place, il n'est pas rectiligne. Donc il y a quand même une ingénierie préparatoire un petit peu subtile, et c'est ainsi que 510 mètres donc, étaient réhabilités. Là aussi, il a fallu organiser le chantier parce que l'un des problèmes est que nous avons deux collecteurs. Quand on fait un chantier comme ça pendant plusieurs mois, ça veut dire qu'il faut détourner les effluents. Donc mettre en place une canalisation provisoire en surface, sauf que les eaux usées elles sont de nature gravitaire, donc ça veut dire qu'il faut mettre des pompes en amont pour récupérer les eaux usées, les envoyer dans le tuyau provisoire et les remettre de l'autre côté. Et ça sur 500 mètres. Donc là, les travaux, je dirais, de contournement ou de détournement des effluents est en soi quand même une complexité technique assez importante. Avec, bien évidemment, dès lors qu'on met un tuyau, qu'on met des moteurs comme ça, à régler des problèmes de voisinage pour le bruit et les odeurs. Donc voilà le genre de travaux qu'on a été amené à faire. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement régulier par tronçon de ces collecteurs qui sont quand même très dégradés. Donc voilà. Et donc on poursuivra en 2016 sur un autre tronçon un petit peu plus près de la Seine. On se déplace vers Laval. Alors, autre type de chantier dont on a pris la compétence, je dirais, on a exercer cette compétence il y a relativement peu de temps, ce sont non pas les réseaux d'eau usée, mais y compris les stations d'épuration, les petites stations d'épuration qu'on a fait dans les secteurs de Courson-Montloup, Fontenay-les-Brices et Janvry, avec des filtres plantés de roseaux qui seront mis en service en 2016 et la station d'Arpenty prévue pour l'automne prochain. Après, en parallèle, nous allons commencer un travail un peu différent, qui est la reconstruction donc, de la station de Fontenay, qui elle est de nature traditionnelle, mais qui est complètement aujourd'hui, qui ne respecte plus, je dirais, toutes les normes, notamment elle ne traite pas le phosphore, donc il va falloir, plus que la réhabiliter ou la rénover, grosso modo, il va falloir la reconstruire. Voilà. Donc à l'arrivée de tout ça, au bout de 3 ans, nous aurons en fait rééquipé complètement en station d'épuration le bassin versant de la Charmoise. On a continué, donc après là vous avez la station d'épuration typique de filtres plantés avec différents étages qui se succèdent. Voilà, on a bien évidemment continué les actions un peu plus traditionnelles en appui des communes parce que là on est sur les gros chantiers, il y a tous les traitements sur le diffus, c'est-à-dire les mises en séparatif de réseau, les travaux de mise en conformité en matière de branchement, des particuliers comme des entreprises, qui est un sujet un peu différent, ce qu'on appelle classiquement les eaux usées
non domestique est un axe majeur parce que toutes les petites pollutions finissent par quand même faire de grosses pollutions dans la rivière. Alors, qu'est-ce que ceci nous donne sur la qualité de la rivière? Il faut qu'on se pose la question. Bon, on n'a pas noté, il faut le savoir, mais c'est normal d'une année sur l'autre, de modifications importantes sur la qualité de la rivière globalement. Quand on y regarde cependant d'un peu plus près, on constate qu'on a manifestement une bonne nouvelle quand même, c'est une amélioration, c'est-à-dire en fait une diminution des concentrations en micropolluants dans les sédiments, avec maintenant des valeurs qui de manière permanente sont largement en dessous des seuils autorisés. Donc on consolide, il y avait des efforts, il y avait des progrès, et je crois qu'au bout de plusieurs années, quand on est en dessous des seuils, on peut dire que ces progrès, on peut estimer qu'ils sont acquis, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on partait quand même de très loin. De la même façon, au niveau biologique, où notre situation était plutôt au niveau des milieux qualifiés de bonne, l'année 2014 a été humide, donc ça a apporté un petit peu de polluants dans la rivière, mais on a gardé une situation qui était quand même relativement bonne au niveau biologique. En revanche, l'année 2015, comme on a pu le constater, a été assez différente. On a eu une très faible pluviosité, surtout sur le second semestre. L'Orge a été plusieurs fois en situation d'étiage, avec un seuil d'alerte qui a été franchi vers le bas, avec un débit inférieur à 1,4 m3, ce qui est quand même très faible. Je rappelle quand même que quand en période de fortes eaux, après un épisode pluvieux assez fort, on monte à plus de 10 m3. Donc vous voyez, en période de fortes eaux, on est à 10 m3, là on est à l'étiage à 1,4 m3. Donc ça vous donne une variabilité absolument énorme des débits de l'Orge. Ce qui a conduit d'ailleurs l'été dernier, par arrêté préfectoral, à une réduction des prélèvements dans l'Orge. Alors à ce sujet, et en accord avec quelque chose qui vient d'être initié au niveau du comité de bassin où je représente le département de l'Essonne, et sachant que ceci ne figure pas dans le discours, puisqu'il faut bien réserver aussi une surprise au service, on va leur demander d'entamer une réflexion sur le changement climatique. Et cette réflexion sur le changement climatique, elle porte sur deux volets. La première, c'est quelles sont les conséquences durables d'une baisse de pluviométrie, c'est-à-dire d'une baisse des étiages. Et ça, il faut qu'on l'intègre. Ceci va avoir comme conséquence sur la qualité de la rivière, de l'eau, sur les paysages, sur la biologie d'une rivière, si elle devait avoir, pendant des périodes assez longues, un étiage extrêmement faible. Donc c'est un des chantiers que je vais demander d'ouvrir au titre du changement climatique. Et il y en a un deuxième, qui est le pendant, même s'il est l'opposé, c'est qu'on se préoccupe un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, d'éventuels épisodes climatiques qu'on pourrait qualifier d'extrêmes. Parce qu'on peut tout à fait passer d'une période telle qu'elle est aujourd'hui, avec un étiage extrêmement faible, en quelques heures, on pourrait passer à effectivement un épisode orageux extrêmement violent. Bon, c'est ce genre de problématique qu'il va falloir qu'on anticipe. Donc voilà un des chantiers que je souhaite qu'on ouvre, donc de préparation au changement climatique. Ça va être une des nouvelles lignes de force que nous avons décidé d'impulser au niveau du comité de bassin Seine-Normandie. Voilà. Dans cet esprit, pour continuer sur la biologie, on a terminé en 2015 la renaturation de l'espace naturel du Parchy entre Viry et Savigny, où là, au lieu d'avoir une rivière qui était complètement rectifiée au sens du dictionnaire, c'est-à-dire rectiligne, on a aménagé des berges, des petits méandres, etc., pour que la rivière, je dirais, joue un peu plus son rôle d'épuration naturelle et je dirais son rôle d'insertion dans le paysage, parce qu'une rivière rectiligne qui ressemble à un canal, c'est pas forcément le plus joli en matière de paysage, et comme j'ai dit, c'est pas le plus efficace sur le plan biologique. Voilà, et non plus sur le plan d'ailleurs de la lutte contre les inondations. Donc ça, c'est dans le cadre de la revalorisation écologique de la vallée. Voilà. Ce sont des chantiers qui sont quand même relativement lourds quand il faut reprofiler la rivière, puisque ce sont des chantiers qui s'étalent sur 11 mois, donc une petite année. Ça permet de diversifier la vitesse du courant.
On en a profité pour détruire des clapets, c'est-à-dire des endroits où on a des rétrécissements ou d'anciennes petites digues avec des ressauts dans la rivière pour laisser la rivière couler naturellement sur un fond qui soit relativement, je dirais, naturel. Hein. Et on réaménage les abords et voilà, avec une passerelle. Voilà. On a aussi fait quelques chantiers, mais dont l'effet sur la rivière est plus indirect, qui sont plutôt dans le cadre des collaborations avec les villes pour aménager les paysages, hein, en remettant en état le parking du Perret à Sainte-Geneviève-des-Bois et celui du bassin de Trévois à Olainville. Alors, ce dernier site, d'ailleurs, était très fréquenté, on a vu ça avec la mairie d'Olainville, et donc là, on a créé une aire de stationnement, des endroits pour les vélos, un passage pour piétons, hein, en incorporant, voilà, c'est ce qui figure ici, en incorporant aussi des noues pour limiter et, je dirais, stocker temporairement le ruissellement des eaux pluviales. Dans un endroit, on n'a pas mis la photo, c'est un petit peu dommage, la photo avant. Avant, il fallait savoir que c'était du stationnement sauvage sur le bas-côté de la route. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas si la route, on ne la voit pas. Hein, la route, elle est, quand on prend le schéma qui est en haut à gauche, tout en haut, elle était le long là-haut, en haut. Voilà. Et donc c'était du stationnement sur le bas-côté. Et on a remplacé ça par quelques stationnements importants sur le bas-côté parce que c'est un endroit où beaucoup de gens venaient. Bon voilà, on a fait un aménagement pour que ce soit un peu plus structuré. Alors, pour faire ça, vous comprendrez aussi qu'il ne suffit pas d'aménager, il y a toute la partie fonctionnement et entretien. Donc quelques chiffres. Pour veiller à la propreté de la vallée, on a une équipe de 4 patrouilleurs qui sillonnent tous les jours, y compris les week-ends, sur les 290 hectares d'espaces naturels qui sont propriétés de notre syndicat. Alors, quelques chiffres, ça a permis de récupérer, si on peut dire, 490 tonnes de déchets. Donc, vous voyez, les gens qui vont dans la vallée, hein, je dirais, par petits déchets ou par gros paquets, nous laissent quand même sur l'année 490 tonnes. Ce qui n'est quand même pas rien, dont 16 tonnes d'encombrants. Je lisais ce matin dans le journal qu'on avait trouvé, combien 76 Vélib dans le canal Saint-Martin. Nous ne sommes pas en reste, nous avons même trouvé des Vélib dans l'Orge. Donc voilà. Bon alors, je ne sais pas si on les a mis dans la catégorie encombrant ou recyclable. Hein. C'est une question sur laquelle on va se pencher. Voilà. Donc ça veut quand même dire que l'incivisme de beaucoup des promeneurs ou de résidents ou d'autres, disons, est un des défis que nous avons à relever pour que les gens respectent plus la vallée. Mais en tant que maire, et ici j'ai d'autres collègues, on va dire, respecte un petit peu plus les espaces publics, d'une manière générale. Je ne pense pas que la vallée soit un cas malheureusement particulièrement différent de celui de nos espaces publics. Voilà. Alors, on a parfois aussi des choses qu'on ne sait pas classer entre la nature et la pollution. Je pense au nid de frelons asiatiques. Puisque, il y en a. Il y en a un certain nombre, donc on va pas se permettre de faire une analyse comparée entre le frelon européen et le frelon asiatique, si ce n'est que le frelon asiatique, il est quand même nuisible d'une manière générale, même s'il ne pique pas trop fort, paraît-il, mais il fait des très gros nids, c'est pas très beau, ça fait peur, et ça n'empêche pas de faire preuve d'imagination. Puisque maintenant d'ailleurs c'est une méthode qui est largement répandue, c'est comment fait-on pour neutraliser un nid de frelons. La méthode elle est relativement simple, elle est naturelle, elle est écologique. On attend qu'il fasse un petit peu froid, on coupe, on récupère et on met au congélateur. Mais au bout d'un moment ils sont tous morts. Alors, il y avait l'autre solution qu'on utilisait avant, qui était le lance-flamme. Vous voyez, les extrêmes se rejoignent parfois, puisque maintenant on passe dans la congélation pour neutraliser les nids de frelons. À mon avis, c'est moins dangereux quand même que de les faire brûler que le lance-flamme. Hein. Et là, pour les services techniques, je trouve ça quand même préférable. Voilà. On peut manger les larves, pas les frelons. Voilà. Alors, l'année 2015 a été une année extrêmement importante dans un domaine pour nous qui est une action de persévérance très ancienne, qui est la reconquête de la vallée par les acquisitions foncières.
Donc ça a été initié il y a près de 40 ans. Je vous ai dit qu'actuellement on était à 290 hectares de propriété, avec 50 km de berge et 40 km de promenade. Donc chaque année on dégage un budget pour ces acquisitions. Et l'an dernier, nous avons quand même acquis 4 hectares, ce qui est quand même significatif pour agrandir donc ce patrimoine. Nous saisissons de manière assez opportuniste, il faut le dire. Nous sommes à l'affût de toutes les transactions pour essayer effectivement de récupérer progressivement tout ce qui est disponible dans la vallée, avec les villes, parfois qui nous signalent des opportunités quand on ne les voit pas par nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui doit être maintenu, cette politique de reconstitution. Et pour 2016, on va continuer puisque je dois dire que je passe chez le notaire pour ce genre de choses, actuellement à peu près une fois par mois pour des acquisitions. Donc je peux vous dire que c'est une activité intense que je souhaite maintenir, qui me permet de faire la tournée des notaires de toute la région, parce que je dois dire, entre Breuillet, Limours, on m'envoie un petit peu partout, voire Paris d'ailleurs. Il y en avait un Paris, on va même y retourner, puisque là, c'est le cas d'une vente, on a signé et à l'arrivée, elle ne s'est pas faite. Donc il va falloir retourner, ça arrive. Mais là, c'était pour vendre, c'était pour ne pas acheter d'ailleurs, puisqu'on a décidé aussi, mais je crois que j'en avais parlé l'an dernier, de nous dessaisir d'un certain nombre de pavillons que nous avions dans notre patrimoine, mais qui n'ont aucune utilité. Et très clairement, je préfère qu'on vende des pavillons à des particuliers pour acheter des terrains qui sont en fond de vallée. Toujours pour parler de ces fonds de vallée, etc., on va engager une action en 2016 sur les berges privées, pour faire là de la pédagogie, puisque berge privée, ça veut dire des berges dont on n'est pas propriétaire, faire de la pédagogie sur les droits et les obligations, et les sensibiliser à l'entretien, mais l'entretien raisonné et raisonnable des berges. Il ne faudrait pas qu'un propriétaire privé pense que l'entretien, ça consiste à bétonner la berge. Je prends un exemple, mais on ne sait jamais, puisqu'il y en a certaines, donc il faut expliquer ce que c'est qu'un bon entretien qui ne le prive pas de sa jouissance, mais qui respecte la rivière. Voilà. Donc chacun a un droit d'eau, est propriétaire jusque la moitié du lit de la rivière. Il y a des obligations, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de rappeler les obligations et surtout la manière de les satisfaire. Voilà, en donnant des conseils, en les identifiant et en ayant cette action pédagogique. Voilà. Donc, j'aurais pu vous parler inondations. Je ne vais pas le faire. Il n'y a pas eu de grand chantier relatif aux inondations. Et comme je vous l'ai dit, ce serait curieux de parler d'inondations alors qu'on a été en étiage pendant 6 mois. Sauf un point qu'on va essayer de faire aussi en termes de communication et qui rejoint ce dont j'ai parlé, qui sont sur les phénomènes extrêmes, c'est de rappeler la culture du risque. Parce que nous nous sommes rendus compte quand même que la dernière inondation grave dans la vallée de l'Orge, elle date de 2001, 15 ans. Ça veut dire quand même que beaucoup de nos habitants ne l'ont pas connue et que les autres l'ont sans doute oublié. Donc là, le temps, je ne dirais pas joue contre nous, mais nous impose d'insister pour que les gens n'oublient pas ça, quels sont les réflexes à prendre, et qu'on rappelle qu'on est soumis potentiellement à un risque d'inondation. Donc là, on va faire des efforts de communication, parce que manifestement, cette culture, elle avait de bonnes raisons de s'être estompée, mais le risque, lui, il est toujours présent. Voilà, donc sensibiliser les acteurs, c'est pas la mairie, c'est surtout, je dirais, les habitants, sachant qu'on a toutes les mesures préventives qui sont d'ores et déjà adoptées donc, dans les PLU. D'un autre côté, on a d'autant plus raison de le faire que le PPRI a pris 1 an de retard, puisque le PPRI, qui devait l'an dernier, l'an passé, être approuvé dans les quelques semaines qui suivaient, je peux vous dire exactement la même chose, il va peut-être être approuvé dans les quelques mois qui viennent parce que la préfecture a décidé de le faire passer derrière le PGRI qui lui était moins avancé. Donc grosso modo, on a pris 18 mois. Hop, on est reparti, c'est comme au jeu de loi, on est reparti près de la case départ. On a le dossier, il est prêt, mais il faut attendre que le PGRI passe. Ce qui peut se comprendre, je rappelle, le PGRI, lui, concerne la Seine et les remontées, les refoulements d'eau à partir de la Seine. On nous a dit, vous traiterez l'Orge après avoir traité les refoulements d'eau de la... Bon, voilà. Bien, voilà ce qu'on peut dire. Dernier point que je voulais évoquer, c'est du côté des finances, qui est quand même un domaine important. Donc, nous allons toujours rester extrêmement vigilants sur
la programmation et les contenus de nos chantiers. On a instauré, maintenant ça roule assez bien, un comité des engagements le plus en amont possible, de façon à ce que quand on décide des options pour un programme, que ce soit de réhabilitation avec dévoiement, etc., on présente le plus en amont les différentes options possibles avec des coûts uniquement estimés. Parce que ce n'est pas au moment où on fait un cahier des charges de réalisation qu'on fait les arbitrages ou qu'on revient en arrière. Les arbitrages, il faut les faire sur l'aspect conceptuel. Et donc, on a monté, ce qui n'existait pas avant, un comité des engagements, donc au niveau de la conception donc des opérations de réhabilitation ou de renaturation d'ailleurs. Voilà. Ce qui nous a permis, encore une fois, en 2015, de maintenir inchangée à la fois la cotisation rivière pour les communes ou les communautés qui les remplacent. Donc cotisation rivière, c'est celle qui correspond à l'entretien de la rivière, et les redevances d'assainissement qui sont payées par tout le monde sur les factures d'eau. Donc nous avons maintenu les redevances inchangées pour les habitants. Je ne peux pas garantir qu'il en sera ainsi ad vitam aeternam, enfin ça fait maintenant 5-6 ans que c'est le cas, ce qui nous permet d'avoir parmi les taux les plus bas, ce dont je me félicite, parce qu'avoir beaucoup d'ambition, comme c'est le cas pour le syndicat, beaucoup de chantiers et des taux bas, ça me paraît quand même un des meilleurs signes de performance. Voilà ce que je voulais vous dire, en bien évidemment vous présentant au nom de toute l'équipe et des employés du syndicat une bonne année 2016, solidaire, fraternelle, avec de la santé et beaucoup d'ambition et de réussite, malgré, je dirais, une année 95 qui a été difficile, une année 2016 qui va être sans doute un petit peu chamboulée, mais je crois que c'est raison de plus pour qu'on se souhaite tous ensemble des vœux d'efficacité, de performance, de courage, d'abnégation, d'efficacité, de santé et 3 petits points. Merci beaucoup.